Bonjour à tous et bienvenue dans Just for Real, un podcast destiné avant tout à ceux qui entreprennent. Cet épisode est spécial, c'est un épisode pilote pour tester, pour ajuster. Dès janvier, je vais tenter de vous offrir un podcast de qualité avec des personnes inspirantes et on parlera sans filtre et en toute simplicité de leur parcours, de leur vision, des conseils et des erreurs à ne pas reproduire. En attendant, je tenais à faire cet épisode pilote avec Axel. J'ai fait le choix de diviser l'épisode en deux parties. Une première sur le parcours pro d'Axel et celle d'après sur son combat. Axel a été atteinte d'un cancer, elle est encore en rémission, mais elle se bat surtout pour toutes les femmes qui subissent cette maladie et elle ne lâchera pas tant qu'elle n'aura pas réussi à faire bouger les choses. Je vous propose de la découvrir à travers cet épisode pilote de Just for Real. Si vous avez des suggestions, des remarques, n'hésitez pas et abonnez-vous, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Just for Real, cet épisode pilote où aujourd'hui on va recevoir Axel. Bonjour Axel. Bonjour Nicolas. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va. Alors du coup, je reçois Axel aujourd'hui pour qu'on parle, pour faire un petit teasing vite fait avant de démarrer l'épisode. On va parler de ton côté professionnel, de ce que tu fais dans la vie, de pourquoi tu en es arrivé là, etc. Mais aussi on va parler d'un combat qui te tient à cœur et sur lequel on a participé aussi, donc voilà, c'est pour ça. On va parler de tout ça, et comme ça, tu pourras nous expliquer un peu plus en détail le combat que tu mènes, que je trouve très noble, évidemment. Sinon, t'aurais pas aidé. Okay. Donc, on va commencer donc, ce podcast pour essayer de découvrir un petit peu Axel. Donc, Axel, raconte-moi, avant d'être entrepreneuse comme tu es aujourd'hui, comment elle était, la Axel, quand elle était petite ? Quand elle était petite, ouais. C'était une grande rêveuse. Ah, rêver, on voit beaucoup. C'est ça. Elle avait un rêve, c'était être docteur à la base. Ah, ouais. Moi, je rêvais d'être docteur dans la médecine. Et bon, malheureusement, la vie a fait... non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Du coup, j'ai fait en fait des études de chimie. Okay. Pour devenir technicienne de laboratoire, que j'ai exercé pendant 9 ans. Et là, t'es un petit peu loin. Attends, je te parle à Axel, enfant. Enfant. Qu'est-ce que tu étais ? Tu étais une élève de primaire, quoi. Donc rêveuse, ça tu m'as dit. Rêveuse, par contre très studieuse. Ah, très bien. Ouais. Moi, j'ai toujours adoré l'école, ça c'est sûr. Pas mon cas, mais comme quoi, tu voilà, regardes chacun, il faut de tout pour tout le monde. Super. Très studieuse, souvent dans les premières de la classe, un plaisir d'aller à l'école, toujours le nez dans les livres. Ok, studieuse. Studieuse, curieuse. Et après, donc, après la troisième, tu t'es orientée sur quoi alors ? Alors, une seconde générale, parce que classique. Du coup, mais il y avait quand même un but, c'était de faire un bac S, et pour après, c'était déjà tout tracé dès la troisième, pour après faire fac de médecine en fait. Toujours pour partir, pour être docteur. Ok. Et après, t'es pas docteur. Donc, non, je suis pas docteur, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je n'ai pas fait de bac S. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Du coup, j'ai fait un bac STL, qui s'appelle Sciences techniques de laboratoire option chimie. Il y avait un peu de non, il n'y a pas un peu de c'est chimie, ça. C'est chimie, c'est vraiment mathématiques, physique, chimie. Il n'y a pas de bio. De chimie, moi, ce que je me rappelle quand j'étais au collège, je me rappelle bien, c'est le sulfate de cuivre anhydre. Je crois que tu chauffais en dessous de l'éprouvette et ça faisait des bulles, je sais pas quoi, c'était une expérience... Non, moi le sulfate de cuivre, c'est ça que tu m'as dit ? Ouais, il me semble de mémoire. Il est bleu. Et en oui, fait, c'est ça, mais quand tu le brûles, il y a une réaction. Oui. On le faisait dans une éprouvette, un tube à essai, je crois. Ouais, c'est ça, tube à essai. D'accord, sur un bec benzène. Ouais, c'est ça. Il y a des mots qui reviennent, ok. Mais c'est tout ce que je me rappelle. Mais c'est très bien. C'est déjà pas mal, c'est un bon truc. Et donc après, du coup, tu réussis ton diplôme. Ouais, j'ai mon bac avec mention. Évidemment. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais après tout ça ? Et ben après, du coup, mes parents voulaient que j'aille travailler. En fait, c'est pour ça que j'ai pas fait d'études. Évidemment, je ne leur veux absolument pas. On leur a rien dit. Voilà, c'était compliqué. Donc il fallait que j'aille travailler et moi j'avais quand même envie de continuer l'école et au moins de passer un BTS en fait. Donc j'ai passé mon BTS chimie. Ok. Voilà. Et après ça, après je suis allée travailler.
Après, tu es allée travailler et tu as commencé dans quoi? Alors, j'ai commencé comme technicienne de laboratoire en analyse des eaux usées en station d'épuration à Saint-Laurent-du-Var. Voilà, j'ai fait ça pendant 9 ans. Il y a des métiers de défense, ça existe. Bah oui, ça existe. Oui, il faut analyser l'eau à chaque point de contrôle, de traitement dans la station d'épuration. Si on boit de l'eau propre aujourd'hui, c'est aussi grâce à... Et non, tout le monde pense ça. T'es pas le premier, je pense que tu seras pas le dernier. Non, en France, l'eau, elle est pas récupérée. C'est pas un circuit fermé, ça repart pas directement en eau potable. C'est en fait rejeté en mer. Très très loin. Donc le but en fait c'est de pas rejeter de l'eau polluée dans la mer. Exactement, c'est ça. Et alors après du coup comment on capte l'eau des nappes phréatiques et tout ça? C'est ça. Ah je pensais que c'était tu vois comme quoi. Ouais, l'eau potable et l'eau usée c'est vraiment 2 réseaux complètement différents en France. On aura appris quelque chose aujourd'hui. En France, pas dans tous les pays. Oui, en France, ok. Et donc du coup après, qu'est-ce que tu as fait? Après, du coup, c'est vrai qu'il fallait un petit peu moderniser ce laboratoire où j'étais, travailler un peu comme dans les années 90. Donc, du coup, on a mis en place avec mes collègues des nouvelles méthodes d'analyse, etc. Et puis, une fois qu'il n'y avait plus rien de nouveau à faire, je m'ennuyais un petit peu. Et j'avais toujours cette pensée médecine, docteur, etc. Malheureusement, je ne pouvais pas reprendre mes études parce qu'il fallait bien payer le loyer. Donc, je me suis orientée vers préparatrice en pharmacie. J'ai repris l'école pendant 2 ans en alternance pour devenir préparatrice en pharmacie. Et j'ai réussi. Et d'ailleurs, pour me la péter encore un peu, j'étais major de ma promotion. Voilà. Ça, on déconne. Voilà. Bon, et une fois n'est pas coutume, j'ai été numéro 1. Voilà. Non, pas forcément, pas tout le temps numéro 1, mais du coup là c'était marrant parce qu'en fait j'avais 30 ans à l'époque et je suis retournée à l'école avec ceux qui venaient d'avoir le bac, donc ils avaient 18-19 ans. Donc, ça, tu t'es bien intégrée, non? Oui, ça va. Tu vois comme quoi. Ouais. T'es restée jeune. Ça, j'espère, dans ma tête en tout cas. Au moins dans la tête, c'est déjà pas mal. Et après du coup... Moi, en fait, je sais très bien où on va aller, mais je sais pas ce qu'il y avait entre. Donc, du coup, du coup, préparatrice en pharmacie. Je trouve une super pharmacie où ça se passait très bien, avec une titulaire top, des collègues top. Vraiment, j'étais épanouie, mes petits clients, mes petits conseils. En plus, c'est vrai que j'ai quand même une grande forme d'empathie. Donc, vraiment, pour écouter les gens et leurs petits problèmes, tout ça, ça me plaisait énormément. Et là, malheureusement, est tombée la maladie. Voilà. Du coup, cancer du sein, 33 ans, ça faisait 6 mois qu'on était mariés avec Yann, on avait plein de projets et là tout s'effondre, donc c'est compliqué, Tu l'apprends comment du coup? Alors comment moi j'étais sensibilisée parce que dans ma famille il y a des cancers gynécologiques et 1 an avant que je déclare mon propre cancer, ma mère est décédée d'un cancer du sein. Donc c'est vrai qu'on avait l'habitude de s'auto-palper. Moi et ma petite sœur, on a toujours été sensibilisés à ça. Et c'est vrai qu'un matin, en m'auto-palpant, j'ai senti une boule sur le côté droit. Donc, sur le coup, j'ai pas paniqué. On se dit qu'à 33 ans, on n'a pas un cancer du sein, c'est peut-être hormonal. J'ai quand même pris rendez-vous avec le médecin généraliste qui m'a dit, bon, écoutez, pas besoin de paniquer non plus. Elle me rassurait, mais elle m'a dit, on va quand même faire une échographie, une mammographie pour contrôler. Et du coup, quand j'ai pris mon rendez-vous, je suis allée pour passer l'examen. Elle me dit, on va pas commencer par la mammo, c'est vrai que vous êtes jeune, à l'échographie, on verra déjà très bien. Et en fait, du coup, elle commence à faire l'échographie. Et je me rappellerai toute ma vie. Il y a des choses comme ça qui marquent. C'est qu'elle regardait l'écran, elle avait les lèvres serrées et plus un mot, elle était beaucoup moins détendue, quoi. Et je la regardais et je me disais, il y a un truc. Ça pue. Voilà. Le vrai terme, c'était ça, quoi. Et là, elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit, on va quand même passer à la mammo. Et là, j'ai dit, c'est mort, c'est pas bon, quoi. Donc, et on a passé à la mammo. Et après, elle est venue, elle m'a dit, oui, en effet, c'est du tissu, c'est une tumeur, c'est pas un kyste ou quelque chose. Maintenant, on ne sait pas s'il est bénin ou malin. Donc, on va faire une biopsie. Donc, on va prendre rendez-vous pour une biopsie. Donc, la biopsie, c'était, je crois, la semaine d'après. Après, ils te disent qu'il faut attendre à peu près 15 jours pour les résultats de la biopsie. Et en fait, en 6 jours, un matin, ils m'ont appelé, je partais au travail. Ils m'ont dit, oui, on a les résultats de votre biopsie, ce serait bien que vous passiez au laboratoire et tout. Je dis, et moi, très bêtement, très naïvement, je dis, écoutez, si c'est négatif, dites-le moi au téléphone, c'est bon, je ne veux pas passer pour ça. Non, mais venez accompagner. Venez accompagner. J'ai raccroché. Je t'avais dit, c'était pareil, quoi. Voilà.
J'ai fondu en larmes, j'ai tout de suite appelé Yann, je dis écoute, il faut que tu viennes avec moi. Ken, c'est son mari. Oui, Yann, c'est mon mari. Moi, je sais, mais voilà. Ok. Donc, Et alors, attends, du coup, juste petite pause là-dessus, justement. Parce que ça, c'est très important et il faut qu'on en parle. Mais juste avant, pour finir, on transition avec Yann, justement. Du coup, tu t'es mise à l'immobilier. C'est ça. Mais alors, par rapport à être préparatrice en pharmacie, qu'est-ce qui t'a fait changer et dire, bon, non, je change? Le cancer. Parce que du coup... Et ouais. On est excellent. Non, mais t'es trop non, c'est toi, ok. Le cancer, comme j'étais à la maison et que je pouvais plus travailler avec les chimios, etc., mais que je voyais quand même Yann qui, lui, faisait ça depuis plusieurs années. Il était déjà agent immobilier. Oui. Quoi, mandataire immobilier. Ok. Voilà, parce qu'il n'a pas d'agence. Donc on est agent immobilier que quand on a une agence, sinon on est mandataire quand on travaille pour une agence, mais qu'on n'est pas de l'agence. C'est ça, on est mandataire ou conseiller ou agent commercial. Il y a plusieurs termes, mais vraiment l'agent immobilier, c'est que celui qui possède une agence. Okay. Ouais. Donc, du coup, lui, il faisait déjà ça. Moi, je m'ennuyais. De temps en temps, j'allais un peu bien. Donc, je disais, je peux t'aider. Je peux regarder un petit peu. Parce qu'il faut savoir une chose. J'adore les papiers. J'adorais les livres, que personne n'aime. J'adore les papiers, ok. C'est ça. Donc, j'aime bien les ordonnances aussi. Aussi, pourquoi pas. Ouais. Donc, du coup, je l'aidais un petit peu dans les papiers parce que lui, c'était vraiment une corvée. Ouais. Et puis, petit à petit, comme ça commence à me plaire. Je voyais que c'est vrai qu'on ne pense pas, mais en fait, l'immobilier a énormément d'humains. Où les gens, souvent les vendeurs, ceux qui se séparent de leurs biens, ça leur fait quelque chose. Des fois, ils ont vu leurs enfants grandir dans cette maison. Il y a de l'affect dans une maison. Il y a de l'affect. Et puis souvent, ceux qui achètent, ils sont aussi stressés, ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que les papiers sont bien faits? Est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer? Est-ce qu'il n'y a pas un vice caché? Du coup, ça les rassure aussi de passer par un professionnel et ils ont beaucoup besoin d'être rassurés. Donc du coup, ce côté-là, je connaissais absolument pas. Je l'ai découvert. Et avec tes qualités, enfin, moi de ce que je te connais, tu as quand même plutôt des qualités comme ça, humaines justement, d'empathie, tout ça. Forcément, ça matchait aussi avec ce... Tu n'avais peut-être pas la partie... Enfin, tu tombais dans un métier où du coup... un métier qui avait de l'humain avait peut-être plus de sens pour toi, quoi. Exactement, oui. Et puis surtout le fait, j'ai découvert ça, je ne connaissais pas, d'être auto-entrepreneur, d'être son propre patron, de pouvoir travailler quand on veut, un petit peu. Et puis en plus, moi, j'avais pas cette pression de satisfaire ou pas le client, parce que c'est vrai qu'en étant deux avec Yann, voilà, lui, il va toujours bien, heureusement d'ailleurs, et il pouvait toujours prendre le relais, au pire, si moi, ça n'allait pas. Voilà. Donc voilà comment l'immobilier... Donc ça fait le meilleur duo de la Côte d'Azur de gens... Non, pas d'agents. Mandataire immobilier du coup. Ouais, mandataire immobilier. Ok, d'accord. Ouais. Alors du coup, comment ça se passe la cohabitation parce que, bon, du coup, vous êtes ensemble toute la journée. Est-ce que c'est pas dur de... En fait, c'est pas toute la journée parce qu'en fait, on s'est réparti les tâches. Ah, voilà. Ouais. On a un bureau à la maison. Donc moi, c'est vrai que je suis principalement au bureau, où je fais les mails, où je réponds au téléphone. Les papiers, quoi, aussi. Les papiers. Yann, il aime pas. Donc, non. Et Yann, voilà, il est plutôt, lui, dehors à faire de la prospection terrain. Il fait les rendez-vous vendeurs, il fait les visites. Souvent, après le premier rendez-vous vendeur, on essaie de le faire tous les deux. Comme ça, quand même, les gens savent à qui ils ont affaire au téléphone, parce que souvent, ils tombent sur moi, puisque Yann est souvent en rendez-vous. Mais après, voilà, c'est les seuls rendez-vous que je fais. Le reste du temps, je suis à la maison. Ok, d'accord. Alors, du coup, ça fait combien de temps que tu étais dans... Alors ça, c'était en 2019. On va être en 2024. Ça va déjà faire 5 ans. Ouais, parce que c'était en janvier 2019. Est-ce que tu es arrivé aujourd'hui? Parce que le principe du podcast aussi, c'est de parler réussite. Mais qu'est-ce qu'une réussite? Donc, toi, si tu devais définir ta réussite ou pas aujourd'hui du duo immobilier que tu fais avec Yann, qu'est-ce que tu en... Alors, on va arrêter le truc à 5 ans, et moi je te souhaite évidemment de continuer le plus longtemps possible, du moment que ça te plaît, et que tu supportes toujours Yann. Mais admettons que tu continues là-dedans, voilà, on arrête à aujourd'hui. Si tu devais faire un bilan de tes... Allez, on va commencer par les erreurs. Quelles sont les erreurs les erreurs à éviter que tu pourrais donner en conseil dans ton expérience d'auto-entrepreneuse dans l'immobilier? Qu'est-ce qu'il y aurait à ne pas refaire si tu devais recommencer?
si j'ai parlé... Oui, j'ai très bien compris la question. Moi, et je en ne sais fait, pas si moi je me suis compris. Mais Ah en ouais, tout cas, je moi, sais ce que j'ai je voulais compris. dire en tout cas. Moi, j'ai compris les erreurs qu'on pourrait éviter quand on commence comme ça en Exactement. auto-entreprise. Voilà, Ouais. Oui, j'ai bien compris. Et pour être franchement honnête, je n'en vois pas. Là, je suis bloquée sur cette question. Je t'ai piégé. Complètement. Là, je vois pas. Parce que peut-être qu'il y a dû en avoir. Mais moi, après, je suis hyper positive tout le temps. Donc, même s'il y a une erreur, pour moi, c'est positif parce que je rebondis sur autre chose. Oui, Donc, parce qu'on a quand même traversé, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs, la crise du Covid. Quoi. Tout s'est arrêté. Comment ça se passait? Parce que du coup... Alors, pour revenir sur cette période un peu compliquée de l'histoire, mais... au niveau entrepreneur, tout le monde l'a un peu subi. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, là, quand tu es dans l'immobilier, que le marché de l'immobilier, il est un peu à l'arrêt parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas, machin. Du coup, comment ça marche? Tu vois ta trésorerie fondre au soleil, tu te dis, ouais, mais comment ça marche? Parce que du coup, l'immobilier n'a pas eu... Vous avez eu des aides ou pas du tout? Non. Ah ouais, donc du coup, comment tu gères ça? Non. Alors, nous, on est hyper prévoyants parce que comme on s'était lancés tous les deux, vous savez qu'il n'y avait plus un salaire fixe qui tombe tous les mois, on a toujours 1 an d'avance de côté. Ok. Donc du coup, c'est un conseil. Ouais, voilà. Ayez un an d'avance de côté. Voilà, 1 an d'avance. C'est beaucoup d'argent, mais c'est vrai que nous, nos premières ventes, on n'y a pas touché, quoi. Ouais, pratiquement pas touché. Quoi. C'est ce qui peut, parce que du coup, je rebondis sur ça. Il faut faire comme ça et pas faire comme moi où on a 2-3 semaines d'avance. Voilà, c'est juste ça, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. C'est que ça, c'était chaud, tu vois, pour après, toi, du coup, t'as ta femme qui travaille et un salaire qui tombe quand même tous les mois. À l'époque, je veux pas te dire de conneries, mais à l'époque, ouais, mais... Alors, je sais plus exactement par rapport au temps où on en était, mais je sais que c'était compliqué pour tout le monde, hein, même pour elle. Mais dans son cas, en fait, le plus compliqué, c'était moi, parce que en tant qu'indépendant, de toute façon, moi, je dépendais de... J'avais pas eu plus d'aide que ça non plus, donc ouais, c'était compliqué. Et vu que, au niveau de l'agence de com, ou tout ce qu'on fait, etc., on va tout le temps, souvent, investir. Quand c'est tombé là, je me disais, ah ouais, mais je venais d'investir là, et bon, voilà. Donc, oui. Voyons le positif, oui. Soyons prévoyants. Oui, après, quand je dis 1 an de salaire, c'est le salaire minimum. C'est-à-dire que tu peux payer, vivre. Voilà. Les charges, nos factures, manger un petit peu, mais il n'y avait pas resto. Les restos, ils étaient fermés. Oui, en plus. C'est réglé, donc il n'y a pas de risque. Non. Ok. Non. Et donc après, là, tu as continué. Là. Donc après, fin de Covid, etc., tu as pu récupérer. Fin de Covid, l'immobilier, c'était génial. Quoi. C'est reparti, mais d'un coup. T'as pu faire 8 ans d'avance. Ouais, t'étais tranquille. non, mais ça, du coup, c'était bien. Parce qu'en plus, on avait pas mal de biens sous le coude. Et on a tout vendu. Et du coup, ça avait quand même perdu pas mal de valeur, non? Non. Au niveau des biens, ça n'a pas perdu. Sur le marché ici, aux alentours, parce qu'après, franchement, dans toute la France, c'est différent. Ici, non. Et par contre, ici, on n'a pas eu comme autour de Paris ou quoi, où tout le monde voulait partir à la campagne après, et que les prix avaient augmenté, diminué en vite. Voilà, nous, on n'a pas eu ça ici dans le secteur. Quoi. Ça a augmenté un petit peu, mais ça augmente toujours un peu sur la Côte d'Azur. Le soleil. Le soleil coûte cher. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, du coup... Fin de Covid, tu continues. Ok, donc, si on devait résumer, trésorerie de côté au maximum. Et du coup, donc oui, parce que toi, tu as la faculté. Ouais, tu m'as piégé, toi, parce que mais moi, je prends tout en positif, donc j'ai pas de soucis là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais, alors, au-delà de ça, comme vraiment conseil, toi aussi genre, par exemple, voilà, moi, je voudrais me lancer dans l'immobilier. Je suis pas concurrent, ailleurs. Non, qu'est-ce que... mais parce que je crains personne. Non, mais tout le monde peut avoir une part du gâteau. On peut partager. Non, mais justement, qu'est-ce que tu me conseillerais ok, j'ai compris. Voilà. Alors, pas pour me faire fermer, hein. Non. Pour m'aider, quoi. Faut quand même avoir conscience que c'est un métier très dur et qu'il faut pas avoir peur du non, parce que dans 90% du temps, c'est non. C'est non. Okay. C'est non. Okay. Quand tu démarches des potentiels clients vendeurs, la plupart du temps, c'est vrai que l'immobilier, les agents, les mandataires, tout ça, on a vraiment une sale image. On a une image de requin qu'on veut voler, avec des grosses commissions, qui peuvent très bien vendre sans nous, etc. C'est vrai, il y a vraiment cette image-là, quoi, qui est ancrée. Ce sont des croyances.
qui se transmettent en plus de génération en plus, toi, tu fais que les confirmer, donc tu vois. Moi, donc, mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc, les gens disent non, mais il faut quand même garder le contact en disant ok, il n'y a pas de souci, si un jour vous avez besoin, conseil, tu me donnes quelques conseils gratuits. Vraiment, tu es là pour aider. En fait, c'est un service qu'on rend aux gens. Donc voilà, déjà, c'est pas avoir peur du non. Parce que c'est principalement ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce métier que je peux redonner comme conseil ? Maintenant, après, c'est qu'on a la chance d'être deux. Je me dis que quand on est tout seul, qu'on doit gérer les rendez-vous, les papiers, les mails, le téléphone, il y en a, tout le monde fait ça, hein, je veux dire. Mais du coup, c'est fatigant. C'est beaucoup d'heures passées, c'est du matin jusqu'au soir, parce que souvent les visites, c'est quand les gens rentrent du travail, donc jusqu'à 18h, jusqu'à 20h, les samedis matins, même si on dit oui, on ne travaille pas le week-end, mais le samedi, c'est là où les gens sont le plus disponibles. Donc tu travailles le week-end. C'est ça, les appels aussi le soir, les gens ils appellent les acquéreurs pour visiter quand ils rentrent du travail. Tu as des appels des fois super tard. Ouais. C'est quoi là, le plus tard qu'on t'a sollicité? Je crois que c'était vers les 10h, 10h30. Ah ouais, tu rendez-vous. Ouais, je réponds pas. Ah ouais. Parce que c'est la question d'après, ce que j'allais te poser comme question, parce que je le sais, discutant avec les personnes du bâtiment et d'autres personnes, il y a souvent cette question. D'où est la limite, c'est-à-dire que mais un client qui appelle tard, mais en même temps c'est un client, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas, est-ce que si je réponds pas, il va appeler quelqu'un d'autre, voilà. Donc par rapport à ce truc-là, moi j'avoue que j'ai pas de réponse, parce que c'est un peu comme je me sens sur le moment, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas. Voilà, je vais te demander, toi, comment tu m'as répondu, c'est non, je réponds pas. Ah non. Après 20h. c'est 20h c'est 20h. Ça va. Parce qu'on le sait, le sait. Okay. C'est 20h. Après, moi je dis, on n'est pas un hôpital, les urgences, c'est pas ici. Ça peut attendre le lendemain matin, 9h. Y a pas, le téléphone, je réponds pas. Par contre, j'avoue, les mails, des fois, le soir après manger, si j'ai pas eu le temps ou quoi, je réponds à quelques mails. C'est peut-être le moment aussi où tu es vraiment posé. C'est ça. Allez, je m'avance pour demain. Quoi. Exactement. Donc le mail, Et du coup, au niveau... alors, il y a un autre point qui m'intéresse aussi dans l'entrepreneuriat, normal, parce que... c'est, toi, comment tu démarches? Alors, où tu démarches ou comment tu communiques. Parce que, mon expérience à moi, j'ai parfois des papiers plus ou moins de bonne qualité dans ma boîte aux lettres. Des fois, je me rappelle que j'ai, je sais plus qui, une tante, je crois, qui avait posté une annonce sur Le Bon Coin. Elle s'est fait appeler par 8 agences immobilières après. C'est bien, c'est pas bien, peu importe. Parce que finalement, après, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, toi, comment tu communiques? Est-ce que c'est toi qui vas chercher les vendeurs? Est-ce que tu vas les chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Comment tu communiques? Même pour tes clients, comment tu fais? En fait, c'est multicanal. C'est utilisé. Canalise-moi tout ça. Faut tout utiliser. Donc, souvent, c'est vrai que c'est nous qu'on va aller chercher. Donc, justement, si les gens laissent leur numéro de téléphone sur Le Bon Coin, on les utilise. On se dit que s'ils laissent leur numéro de téléphone, c'est pour qu'on les appelle. Donc, évidemment, ça n'arrive jamais qu'ils nous disent « Ah oui, parfait, on vous fait confiance ». Sinon, il serait déjà passé par une agence, quoi. Non, ça n'arrive jamais. Ça, c'est dans les rêves. Donc vraiment, le premier but, c'est d'établir un contact, de se noter, écoutez, je vous rappelle dans 3 semaines pour savoir si vous avez beaucoup de visites, si vous avez une proposition, etc. En fait, c'est comme ça que ça se passe au niveau du téléphone. Après, des fois, on a fait pas mal de ventes sur carrosse, donc c'est des recommandations. C'est quelqu'un qui a vendu par nous, qui entend que son ami vend et dit « Ah, écoute, moi j'ai vendu par eux, ils sont bien ». Donc ça arrivait souvent aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on travaille plutôt bien. La recommandation, ça. Internet, je veux dire réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça a pas... J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « Je vous ai vu sur Facebook ». Mais on fait quand même... on publie un peu. Je te dis ça parce que je te rejoins. Je veux dire... en fait, si tu veux, ça arrive là, mais tu... t'es pas forcément en recherche au moment où tu vois ça. Et en fait, ça passe. Et puis j'avoue que j'ai pas assez de connaissances pour savoir vraiment comment capter les bons clients sur les réseaux sociaux. J'avoue, je mets des choses,
pour dire qu'on est là, qu'on existe. Moi, pour la petite histoire, je me rappelle que tu avais fait une vidéo à une époque et j'avais trouvé ça pas mal. Ouais, T'étais à 50 mètres de l'appareil photo, mais c'était bien quand même. Je m'étais lancée à une époque, je crois que c'était la période post-Covid. Oui, c'est ça, où il fallait vraiment que ça redémarre et j'ai mis toute ma timidité de côté. Et j'y vais. Et je vais le vendre ce truc. J'ai pas de batos, j'ai rien, j'y connais rien, mais je le tente quoi. Et ouais, Mais c'est vrai que ça avait fait son petit effet. Ouais, J'avais eu pas mal de retours sur ça et après j'ai plus pris le temps d'en refaire peut-être cette année, qui sait. On verra. Donc il y a cette technique-là. La technique de mettre dans des flyers dans les boîtes aux lettres. Là d'ailleurs actuellement on est au mois de décembre, je suis en train de distribuer les calendriers. Dans les boîtes aux lettres, je mets les calendriers. Des calendriers. Ouais. Je t'en donnais un, t'inquiète. Le Papa Noël, il est passé pour toi. Mais est-ce que c'est une photo de vous deux à chaque fois? Ouais, dans un petit coin, cool. il y a une photo. Je les ai là, enfin, je c'est t'en donne tranquille, les photos. C'est pas... Non. Ok, d'accord. C'est pas les trucs... On les garde pour nous. Ouais, voilà. Ok, ça va. Non, mais du coup, oui, parce que ce que j'allais te dire, le calendrier, machin, c'est une chose. Parce que moi, de mon point de vue, un papier... dans un truc, ouais. Bon, enfin, j'en reçois 10 par semaine. C'est ça. Donc, je veux dire, c'est bien de. Au moins le calendrier, en plus, il est en format A4. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai commencé la semaine dernière à distribuer. Puis j'ai reçu des SMS ou des mails de clients qu'on a vendus avec eux, etc. sur Carrosse, qui disent merci pour le calendrier. C'est que pour vous, je donne à personne d'autre. Et puis j'ai même une cliente qui m'a dit au début, je vous avais pas reconnu, j'avais juste vu le calendrier. Je me dis chaque année, je cours après des calendriers en plus format A4. Elle m'a dit il collait sur le frigo. Et c'est mon mari qui m'a dit t'as vu, c'est Axel et Yann. Elle m'a dit j'avais même pas fait attention. Je m'en foutais de vous. Voilà, le calendrier, c'était... Donc voilà, c'est vrai que si on est collé comme ça sur le frigo, que les gens ils nous voient toute l'année, si un jour ils ont besoin ou si un jour ils entendent parler de quelqu'un qui a besoin, du coup on est présent quoi. Donc les calendriers, c'est pas mal. Ouais. Okay. Donc un conseil, faites des calendriers. C'est important. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu justement la partie business, on pourrait aller plus loin, parler de beaucoup plus de choses, mais il y a quelque chose, attention, ton grave. Il y a quelque chose sur lequel il faudrait plus parler aujourd'hui, c'est le combat que tu mènes. Parce que, on revient à tout à l'heure elle m'a appelé, j'étais dans la voiture, parti au travail, je lui ai dit si c'est maintenant, dites-le moi tout de suite, t'as remarqué, on est revenu, voilà. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc du coup, tu es allé le soir, je suppose. Le matin tout de suite. Voilà. Le matin, on t'annonce. C'est ça. T'as pas le choix, c'est comme ça. ça. Par contre, moi, j'ai eu de la chance, c'est que quand même l'annonce, elle a été bien faite. Parce que du coup, la dame de la radiographie qui avait reçu nos résultats nous a fait rentrer dans une petite salle, nous a fait nous asseoir et a expliqué un petit peu et a pris un petit peu le temps avant de sortir le mot cancer. Voilà, après, il a été lâché le mot. Oui, il a été lâché, mais je veux dire... Après ça, je me suis mis sur plein de réseaux de jeunes femmes qui ont eu des cancers et tout. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont eu quand même l'annonce assez brutale. Où le docteur a dit c'est un cancer, on va faire ça. Ils ont détaillé tout le truc. Il faut l'encaisser, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance tout le long de mon parcours. J'ai toujours bien été accompagnée, bien menée, à aucun moment maltraitée. Vraiment, beaucoup de chance, quoi. Ok. On le note. Ouais, dans le 06. Ça, au moins pour ce coup-là, c'était bien. Ouais. Et donc après, comment tu... je connais déjà un peu la réponse. C'était trop bien. Mais comment tu vis ça, du coup? Là, voilà, on te l'a annoncé. Tu rentres le soir et tu te dis, ok. Surtout qu'en plus, on te dit, c'est bon. Donc, elle avait anticipé, la dame trop gentille. Elle a dit, j'ai trouvé votre gynéco, je l'ai appelé, vous avez rendez-vous demain. Donc, en fait, au début, tout s'enchaîne. On n'a même pas le temps de réaliser. C'est des rendez-vous, c'est des examens, c'est etc. Mais vraiment des examens plus approfondis où il y a IRM mammaire, où il y a un PET scan parce que du coup, dans la biopsie, on a vu que c'était des cellules hyper agressives, grade 3. Donc, on voulait voir si c'était pas métastasé, malgré que la tumeur était toute petite. Donc, TEP scan pour voir s'il n'y a pas des métastases dans le corps. Heureusement, non, c'était vraiment localisé. L'opération, comme la boule était petite, elle faisait 1 cm. On va juste faire une tuberectomie.
Il n'y aura pas d'ablation du sein, etc. Donc au début, c'était ça, ok. On va quand même prendre les ganglions sentinelles, ils appellent ça. Donc c'est les ganglions reliés directement à la tumeur pour voir... parce que je sais pas ce que c'est. Pour ça, je suis en train d'expliquer. Ouais, Pour savoir s'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans les ganglions liés à la tumeur. Voilà, pour vraiment pas que ça se diffuse. Donc, en fait, s'ils en enlèvent un, ils vont tout de suite l'analyser pendant qu'on est sur la table d'opération. C'est ça. Et voilà. Et s'il n'y a pas de cellules, ils s'arrêtent. S'il y a des cellules, ils remontent petit à petit. Ils enlèvent dans la chaîne ganglionnaire tout ce qui est infecté par les cellules cancéreuses. Heureusement, moi aussi, beaucoup de chance, des premiers ganglions, pas de cellules cancéreuses. Donc ça, c'était l'opération. Après, on vous explique qu'il va y avoir une chimiothérapie. Donc qu'il faut poser un pack parce qu'on ne peut pas mettre le produit de chimiothérapie directement dans les veines. Parce qu'en fait, ça détruit les veines, ça les fait exploser. Donc il faut vraiment, souvent, il est mis là pour être relié directement à la aorte, pour aller dans les grosses artères. Moi, du coup, super sympa, le chirurgien, il a dit, écoutez, on va pas vous mettre là pour pas avoir de cicatrice, on va vous le mettre dans le bras gauche puisqu'il n'y a rien du côté gauche. Donc moi, du coup, c'est dans le bras. C'était un tac brachial. Après, on vous explique, ça fait 6 mois que vous êtes mariés, est-ce que vous avez des enfants? Non. On va faire une préservation de la fertilité parce que la chimio, ça rend stérile. Ok. donc, on va vous prélever vos ovocytes et on va les congeler. D'accord. Donc, il y a eu cette partie-là. C'est bien, dans un sens. Mais bon, toi, tu t'enchaînes. C'est ça. Tout est enchaîné, tout va très vite. Voilà, on vous dit, il y a eu quand même beaucoup de cas dans votre famille. Donc, on va faire des tests génétiques. Mais il faut 9 mois pour les résultats. Bon, ok. C'est long, quoi. On verra. Oui, parce qu'en fait, il y a des tonnes de gènes à chercher. Et le temps de vraiment tout séquencer, tout couper, c'est vraiment très, très long à faire déjà. Et puis, on est nombreux. En France, il n'y a pas des tonnes de labos qui le font. Donc, c'est un peu normal. Donc, on vous dit tout ça. Et puis, vous y allez. Moi, la première semaine, tout s'est enchaîné. Et puis après, la chimio a commencé. Après l'opération, déjà, j'étais pressée. Vite qu'on m'opère, vite qu'on l'enlève. Je voulais vraiment vite qu'on enlève ça. Tu passes à autre chose. Pas que je passe à autre chose, mais que ça n'ait pas le temps de progresser et de prendre possession de mon corps, quoi. Donc, vraiment vite, on passe à autre chose. Une fois qu'il y a eu l'opération, la chimio a commencé. Et là, je me suis posée. Et là, vraiment, le premier truc que je me répétais tous les jours, c'est « ce cancer ne me tuera pas. Ce cancer ne me tuera pas. » Parce qu'il a quand même tué ma mère, ma grand-mère, voilà. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment une histoire de famille du côté maternel. Elles sont toutes décédées. Je me suis dit, mais non, moi, non, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, voilà comment s'est passé ce parcours. Bon, c'était très, très dur, évidemment. Ça a été horrible. La chimiothérapie, c'est un vrai traumatisme, en fait. Parce que moi, je pensais, très naïvement, que ça allait faire comme une grosse gastro. T'as envie de vomir, t'as mal au ventre, t'es très fatigué. Non, la grosse gastro à côté, c'est tranquille, quoi. C'est trop bien, en fait. vivement la prochaine gastro, ouais, quoi. franchement, non, faut vraiment le vivre, en fait, pour le comprendre. C'est vraiment un état d'épuisement. C'est-à-dire, même si tu te reposes, t'es pas reposé quand tu te réveilles. Même si tu vas te coucher, t'as quand même ce truc que tu sens ton énergie qui est partie, quoi. C'est ça, exactement. Tu sens que tout part, et puis tout le temps, c'est nausée. Et puis, t'as un goût terreux de fer dans la bouche. Donc, même ce que tu manges, c'est pas bon. Il y a tonnes et tonnes de symptômes, surtout les mucites au niveau de la bouche. En fait, c'est des plaies, des infections. Parce qu'en fait, ton corps est asséché aussi. T'as plus trop de salive, t'as plus trop de larmes, ton nez il est sec. C'est vraiment ta peau, donc on te dit de bien t'hydrater. C'est pas la gastro, quoi. Non, c'est pas la gastro. Non. Et bon, il y a encore plein d'autres symptômes. Donc, et moi, du coup, je suis pas allée au bout du protocole parce que normalement, j'avais 2 protocoles. Un premier où c'était, on appelle 3 EC100. Donc, c'est très agressif pour essayer de tuer un maximum de cellules cancéreuses. Et après, normalement, c'était 12 Taxol. Et en fait, moi, j'en ai fait que 9. Parce qu'à la fin, j'arrivais plus à me lever, j'arrivais même plus à réfléchir. C'était vers la fin, c'est-à-dire que on me parlait, donc j'avais les mots, mais donc chaque mot, je savais ce que ça voulait dire, mais en fait, t'as le sens de la phrase. Tu n'arrivais pas à le capter. Non. Et alors ça, c'était une première, je savais même pas que ça pouvait exister, qu'on comprenne pas. Vers la fin, j'avais même plus ça, quoi. C'était, je me suis un peu retrouvée
complètement enfermée dans mon corps, un peu à pas pouvoir bouger comme je veux, à pas pouvoir aller aux toilettes forcément quand j'y vais envie parce que j'arrive pas à me lever, à pas pouvoir communiquer. Je regardais la télé, je comprenais rien. Je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas l'épisode ou le film. T'essayes de lire, non plus, pas le sens de la phrase. Donc vraiment enfermé dans ton corps. Donc ça m'a fait ça un bon mois quand même. Donc avant que je ressorte tout doucement. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté le traitement. On a fait les contrôles et tout. Et jusqu'à présent, tout va très bien. Tu peux regarder la télé. Oui, je peux regarder la télé. Okay. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je suis en rémission. Je ne suis pas encore totalement guérie parce qu'il faut attendre 5 ans. Mais voilà, je suis en rémission et ça, c'est cool. Donc à la suite de ça, tu récupères ton travail de préparatrice en pharmacie. C'est ça. Et c'est là qu'il y a eu le déclenchement de la suite, qu'on va parler là. C'est ça. Alors, je sais pas, il manque quand même un morceau. Oui. C'est-à-dire que tout ça, les traitements, etc., ça a duré jusqu'en octobre. Donc on est quand j'apprends que j'ai cancer en janvier 2019, on est en octobre 2019. Et là, au mois de décembre 2019, j'apprends que j'ai le gène BRCA1. Donc, je suis mutée génétiquement pour le cancer du sein et le cancer des ovaires. Et là, on me dit, donc, on peut vous proposer la double mastectomie prophylactique, parce que là, le cancer a été soigné, donc c'est en prévenance d'un futur cancer ou d'une récidive qui pourrait arriver à cause du gène. Et aussi, ou soit on fait une surveillance accrue, et dès qu'il y a un petit quelque chose, on le traite et vous pouvez garder votre poitrine, il n'y a pas de souci. Je suis sortie de là et je me suis dit, mais en fait, c'est un faux choix. C'est la peste ou le choléra, quoi. La merde. Je me suis dit, soit j'enlève, bon, ça va être très très dur, ok, il y a des techniques de reconstruction et tout, mais bon, quand même, comme on dit souvent, c'est une part de féminité, même si elle n'est pas forcément dans la poitrine, elle est aussi ailleurs, mais quand même, on va changer notre corps ou les garder. Tu subis en plus, c'est pas toi qui décides de faire quoi que ce soit. Je veux dire, en gros, faudrait faire ça, quoi. Donc t'as pas le choix, vraiment. Non, il nous propose vraiment comme si on avait le choix. Ça, moi, ça m'a été très bien expliqué, très bien proposé. Il n'y avait aucun sous-entendu. Les deux étaient possibles. Hein. Okay. On m'a pas incité. Ça encore, ça a été très bien fait. Tu vois. Franchement, t'as eu de la chance quand même. Mais tu vois, dans tout ce malheur quand même. Donc non, mais pour moi, c'était un faux choix. Donc c'était soit ça, soit me réveiller tous les matins en me disant, est-ce que le cancer est revenu ? Est-ce que j'ai le cancer ? Est-ce que... Je dis, mais c'est pas possible, c'est invivable en fait. C'est non, quoi. Et puis voilà, à la fin des traitements, j'avais 34 ans, un an de plus. Je me suis dit, mais c'est trop jeune, je peux pas vivre encore 50 ans comme ça. Non. Donc du coup, la décision a été de faire la double mastectomie avec reconstruction. Donc ça aussi, c'était un gros parcours. Tu venais déjà j'avais de te faire enchaîner pendant un moment. Tac. Ah oui, non. Donc, t'as enchaîné. Ouais, surtout que là, c'est pas très bien passé. Bon, quand même. Alors, c'est de la faute de personne. En fait, après l'opération, tout de suite, j'ai nécrosé. C'est-à-dire que j'ai la peau qui n'était pas oxygénée, qui mourait, qui était noire, ça puait, c'était horrible. Donc, j'ai dû faire du caisson hyperbare, on appelle ça, pour oxygéner les tissus. Pendant un mois, et puis après des pansements. Justement, par rapport aux caissons, je ne sais pas si on avait déjà parlé quand tu m'avais raconté une première fois. Mon beau-père, qui n'est plus là aujourd'hui, je me rappelle, il allait au caisson hyperbar, et quand il revenait du truc, je me disais, alors, il me fait 1 heure à rien faire, quoi. C'est ça. En fait, tu es dans un truc où t'as pas ton téléphone, t'as un truc, t'as le droit à rien. Non. Et t'es là, en fait, t'attends ton heure qui passe, quoi. Ça doit pas être facile. Non, tu peux rien emmener. En plus, tu dois porter un peignoir ou un truc blanc anti-électrostatique aussi. Voilà, un bonnet, des chaussettes et tout. Et tu peux même pas prendre un livre, rien du tout. T'as un masque, il fait très froid aussi. Comme tu descends en pression, tu descends en température. Il fait super froid. Bon, on te donne des couvertures, etc. Mais c'est long parce que tu restes 1 heure. Mais en fait, en gros, ça dure presque 2 heures. Parce que d'abord, tu as la descente. Donc, où à chaque fois, tu dois bien te déboucher le nez pour te faire péter les oreilles, qui dure entre 20 minutes et une demi-heure, la descente palier par palier. Tu as ton traitement d'1 heure. Et après, tu as à peu près 20 minutes de remontée. Ouais, c'est long. Où pendant 20 minutes, tu as les oreilles qui font clac, 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 parce que voilà. D'ailleurs, tu fais très bien les oreilles. T'as vu les oreilles qui font clac, clac, clac. C'est clair. Et donc, du coup, après, quand tu as passé ça, donc après, toi, par rapport au traitement que tu as fait après avec le caisson,
Ça s'est arrangé? Oui, ça s'est arrangé. Ça a été long, Ouais. mais ça s'est arrangé, ça s'est bien cicatrisé, ouais. Et du coup, moi, j'ai eu une méthode qui s'appelle la méthode des expanders. Il y a différentes méthodes, mais là, je vais toutes les expliquer. Explique-moi la méthode des expanders. Voilà, des expanders. C'est juste, ils mettent des prothèses vides pour étirer la peau petit à petit, en fait. Pour avoir... un semblant, quoi, de... Ouais, voilà, parce que du coup, on est complètement appelé. Ils enlèvent vraiment tout, tétons, machin, tout ça, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour vraiment étirer la peau petit à petit pour pouvoir mettre quand même un volume assez conséquent qui ressemble à une vraie poitrine, quoi. Donc, moi, j'ai dû attendre que tout cicatrise bien, donc ça a pris du retard. Et après, toutes les semaines, j'y allais, ils mettaient du sérum Phi pour gonfler ces prothèses, en fait, à l'intérieur. Il y avait une valve. Et moi, je me suis dit, bah oui, ils vont gonfler un peu toutes les 2 semaines. Mais en fait, ça fait super mal. Et ça, j'y avais absolument pas pensé, quoi. C'était hyper... T'avais mal vendu. Du coup, on t'avait pas dit que ça allait te faire mal, non. Ouais. Mais je crois que... Je sais pas si les autres femmes n'osent pas en parler, mais j'ai pas trouvé vraiment de témoignages douloureux à ce sujet-là. Après, la double mastectomie, c'est clair qu'en sortant, je pouvais même pas respirer. Ils coupent tout, ils enlèvent tout. En plus, ils avaient posé directement les expandeurs, donc ils avaient ouvert le muscle pour le passer en dessous. C'est vrai que les premiers jours, c'est pas les meilleurs de notre vie. Mais surtout que toi, après, même, tu dois... je sais pas, j'imagine, tu te regardes et tu te dis... tu dois en fait, parce que t'as un mélange de... Ouais, mais j'ai pas vraiment le choix. C'était peut-être mieux pour moi, mais... Wow. Et peut-être que tu te projettes, je sais pas comment tu vis le truc. Moi personnellement, parce que beaucoup de témoignages ne ressemblent pas à celui-là, moi je l'ai bien vécu. Parce qu'en fait, je me disais, c'est bon, je suis débarrassée. J'avais tellement souffert de la chimio, j'étais tellement traumatisée de la chimio, je voulais jamais recommencer. Je me disais, c'est pas grave, on va faire autre chose, on va construire un autre buste. Qui sera féminin, voilà. Stylé, mais okay. Mais pour le moment, c'est une transition et j'ai pas eu de problème juste à regarder les cicatrices, à regarder ce buste plat. Je savais que c'était transitoire aussi, que ça allait pas rester toujours comme ça. Donc moi, personnellement, je l'ai bien accepté, ça s'est bien passé, quoi. Mais après, je comprends que pour beaucoup, elles osent pas se regarder dans la glace, etc. C'est très, très dur. Et du coup, par rapport à ça, donc, transition, tu as des soutiens-gorge compressifs qui sont extrêmement utiles, tu me dis, par rapport à la reconstruction. C'est ça. Et donc toi, par rapport à l'histoire, toi tu avais une ordonnance, tu en as acheté, c'est important pour la suite, tu en as acheté. Tu as vécu avec, je crois que tu m'avais dit que bon, c'est pas les soutiens-gorge les plus sexy qui existent, mais bon, en tout cas, ça te permettait, toi, de peut-être moins souffrir au niveau de ta reconstruction. Tu reprends ton travail de préparatrice en pharmacie. Et c'est pour ça que volontairement, je te laisse me raconter ce passage-là parce que moi, ça m'a parlé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des patientes qui venaient te voir et qui avaient ce type d'ordonnance comme les miennes et qui souvent, dans la plupart des cas, comme ce n'était pas remboursé et que ça coûte dans les alentours de 90 € et qu'il en faut 2, parce qu'il faut le porter 7 jours sur 7 forcément, mais c'est 24 heures sur 24 que je voulais dire, juste l'enlever pour se doucher, donc au bout d'un moment, il faut bien le laver. La plupart n'avaient pas les moyens de l'acheter, quoi. Parce que c'était pas remboursé. Parce que c'était pas remboursé. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas normal quand même. C'est vrai que quand ça m'était arrivé à moi, on suit le système, ok, c'est pas remboursé, on se pose pas de questions, on se l'achète parce que voilà, on n'avait pas plus de difficultés financières que ça. Mais quand on voit vraiment quelqu'un d'autre, on sait le parcours qu'elle est en train de vivre et qu'elle va pas avoir ça parce qu'elle n'a pas les moyens, je dis non, c'est pas normal en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi et décidé d'agir en fait, parce que j'en parlais autour de moi, oui, comment tu penses qu'on pourrait faire? En fait, au début, je me sentais pas capable d'investir quelque chose, de faire quelque chose à ce sujet-là. Je voulais vraiment refiler le problème à quelqu'un. Tu veux pas un moyen de faire quelque chose? Voilà. Pas normal, hein. Moi, je savais pas comment faire, c'est vrai. J'avais aucune idée de comment faire. Je voyais que c'était un vrai problème, mais je savais pas vraiment à qui m'adresser. Donc, j'en parlais un petit peu autour de moi, comme ça, je gravitais pendant des mois. Je disais à mes collègues, je disais à mes amis, ah non, c'est pas normal. En bon vieux français, on râle, mais on sait pas trop quoi faire, mais c'est pas normal.
Donc voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est en discutant un petit peu avec ma sœur, qui est un petit peu dans la politique, tout ça, qui me dit, mais les seuls qui peuvent décider si c'est remboursé ou pas, en fait, c'est les politiques, Axel. C'est à eux qu'il faut que tu t'adresses, quoi. Donc, à cette époque, j'avais vu la députée de la 5e circonscription de Nice, Christelle Dintorni, qui avait déjà posé une question au ministre de la Santé, mais c'était concernant les tatouages. C'est vrai qu'après, quand il y a reconstruction, on peut faire un tatouage d'aérole mammaire. Et qui avait posé cette question-là. Et je me suis dit, ah bah c'est quelqu'un qui est touché par ça, qui est du coin. Je vais essayer de lui écrire, parce qu'on peut écrire les adresses des députés, des sénateurs, tout ça sur Internet, ils y sont. J'ai essayé de lui écrire et de lui parler de cette demande de remboursement. Et elle m'a de suite répondu, elle a de suite été réactive. Et elle a écrit une question au ministre de la Santé, qu'on peut encore trouver aujourd'hui sur Internet, demandant le remboursement de ces soutiens-gorge compressifs, en fait, pour les femmes atteintes du cancer du sein. Et il lui a répondu quelques mois après, mais en fait, complètement à côté. Il parlait des tatouages, des aéroles mammaires, et à aucun moment du soutien-gorge. C'était pas le sujet. Bah ouais. Donc là, ça c'était en 2022. C'était en 2022 qu'il y avait ça. Moi, j'ai dit, je vais écrire au président de la République. Je sais pas, je me suis sentie pousser des ailes. Et voilà, tu tentes, c'est vrai. Je l'ai tenté. Je n'ai jamais eu aucune réponse. J'attends toujours. Ouais. On va être en 2024. Bon, après, je comprends. Vu qu'il t'a pas répondu, t'as dit, bon, puisque c'est comme ça, on va faire autrement. Je vais trouver un moyen. Et après, c'est vrai que je me suis sentie investie d'une mission. Tu vois, Et là, le cerveau, tu vois, il commence à chercher des moyens. Tu te dis plus, ok, je vais refourguer à quelqu'un. En fait, tu te dis, non, c'est trop important. C'est pas grave, je vais chercher, je vais trouver, etc. Et du coup, après, on m'a présenté la sénatrice, Patricia Demas, qui, elle aussi, a pris le sujet à cœur, mais du coup, qui a reposé la question au ministre de la Santé, parce que la première réponse n'était pas bonne. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse, on attend, même elle, tu vois. Donc, on attend. Et là, je me suis dit, pour faire bouger un peu plus ces choses, au lieu de poser des questions et avoir des réponses à côté, je me suis dit, je vais lancer une pétition. Je vais lancer une pétition en ligne. Ouais, je vais essayer de faire du bruit. Je vais, déjà, à travers la pétition, c'était surtout d'informer les gens. Parce que je me suis rendu compte que quand j'en parlais autour de moi, les gens ils disaient, ah bon, c'est pas remboursé, mais c'est bizarre. Ça choquait tout le monde, en fait. Donc, je me suis dit, déjà, cette pétition, ça va être une information. Et puis, en plus, évidemment, si les gens signent, etc., ça fera un peu plus de bruit au niveau politique pour adopter ce remboursement. Et là, je suis venue te voir pour que tu m'aides. Ouais. L'appel, c'était bon, Nico, j'ai un projet, voilà. Ouais, c'est-à-dire un peu. Je viendrai t'en parler, c'est mieux. C'est ça. Que t'es venu. Tu m'as raconté un petit peu tout ce qu'on s'est dit là. Et en fait, moi, j'ai eu la même réaction que ce que tu viens de dire, c'est pas remboursé. Parce que, en fait, quand on sait l'importance que ça, enfin, pas qu'on sait, oui, qu'on comprend que ça a de l'importance, parce qu'on peut, enfin, moi, perso, je l'ai pas vécu, ce truc-là, je me dis, pardon, ça devrait, en fait, on se dit, ça devrait être évident. Et en fait, non, ça ne l'est pas. Non. Donc, du coup, je t'ai dit, on fait une vidéo pour illustrer la pétition. Je sais pas si on le voit, avec le fond vert qu'il y a là. Ouais. On a fait une super vidéo où, très rapidement, tu expliquais un petit peu. Alors, j'ai plus les chiffres, je t'avoue, plutôt que de dire, je me rappelle plus. Mais tu expliquais très bien l'importance de ce dispositif et qu'il n'était pas remboursé et que, oui, c'est 80 €. Oui, mais. Déjà, il y a 80 € pour beaucoup, c'est beaucoup. Tu viens de te frapper des mois et des mois de souffrance, etc. Voilà. Et parce que en fait, c'est considéré comme quoi, comme du confort, en fait. C'est ça. Du coup, là, je voulais apporter 2 précisions. Donc déjà, pourquoi c'est important de le porter ? Parce que du coup, ça réduit l'œdème post-opératoire. Et le fait de faire une compression et qu'il y a moins d'œdème, ça tire moins, donc ça fait moins mal. Ça permet aussi, s'il y a reconstruction par prothèse derrière, que les prothèses évitent de se déplacer, descendre, d'aller sur les côtés, ça les maintient vraiment, le temps qu'il y ait quelque chose qui se Attends, je suis en train de me perdre dans mes explications. Non mais t'inquiète. C'est important.
C'est important. Voilà. Vas-y. Voilà, parce qu'il y a une coque qui va se former en fait Ok. au-dessus de la prothèse et après elle ne bougera plus. Ok. Voilà. C'est en Mais attendant il que faut ça le temps. se Ça fasse. se forme automatiquement. Donc voilà, l'importance du coup, souvent si on ne le porte pas, il y a risque aussi de chirurgie de symétrie derrière. Je dis pas que ça Oui. réduit la symétrie à 100% porter ce soutien-gorge, mais quand même, ça a son importance. Voilà. Donc déjà, il y a ce premier point que je voulais apporter, pourquoi c'est important de l'avoir. Et le deuxième point. Et bien, il y avait un deuxième point. Il y avait un deuxième point qui est Si ça te parti. revient, t'inquiète. Ah, ça y est, j'ai le point. Si tu me le ressortiras. Ouais, non, il est parti. Ça va revenir, t'inquiète. Ouais. Bon, dans tous les cas, on fait cette vidéo. Ouais. Je t'ai senti moitié stressé, mais je veux le faire. Mais voilà, c'était sympa. Au tournage, c'était sympa. Ah ouais, on a bien super. rigolé. Ouais, Donc ouais. voilà. On fait cette vidéo-là. Voilà. On fait cette vidéo. Tu crées ta pétition. Et je crois qu'on lance je crois la veille d'Octobre Rose ou le jour Non, même. le 1er octobre. C'était vraiment symbolique la date. Ouais. Du coup, il fallait... Nico, la vidéo, dépêche-toi, quoi. Ouais. Ok, donc Et du coup... ouais, c'est vrai que je t'ai pas laissé beaucoup de temps. Mais en Non. plus, moi, j'y pensais depuis l'été. Oui, mais parce que du coup... Oui, parce que ça, on a oublié, c'est pour dans une semaine, quoi. Non, mais oui, mais évidemment. Donc, ok. C'est ça. On l'a fait. Ouais. On l'a fait, c'était super. Et donc, du coup, tu lances ta pétition et tu récupères tes premières signatures. Quand tu as eu tes premières signatures, qu'est-ce que tu as pensé? Je me suis dit, j'étais très contente. Je me suis dit, c'est chouette, ça marche. Les gens sont touchés. Et à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, parce qu'il y a des moments où ça ralentit, où on m'a fait des réflexions, voilà, il y a eu des moments où j'ai envie d'abandonner. Et à chaque fois, je revois le visage de ces femmes. Il y en a 2-3 qui m'ont marqué comme ça à la pharmacie. Et je me dis, mais ça en pourrait aider des milliers d'autres. En fait, Axel, tu fais pas du tout ça pour toi. Moi, ça me rapporte rien. Ça me rapporte pas d'argent. La notoriété, je m'en fiche. C'est vraiment le but que tous ces milliers de femmes, chaque année, puissent avoir ce dispositif. C'est vraiment... Et du coup, ouais, j'étais super contente. Surtout qu'en plus, je sais pas si tu te souviens, au début, je t'avais dit, ouais, si on a 1000 signatures quand même, c'est bien, quoi. Et quand j'ai vu qu'en une semaine, on était à 25 000... Ouais, c'est ça. En fait, je crois que... je sais plus quand est-ce que c'était. Un matin, je me dis, tiens, je vais voir. Je suis gagné un peu. Je regarde, je crois 20 000 ou je sais pas quoi. Et je t'envoie un message ou je sais pas quoi. Ouais, et j'avais pas regardé. T'avais pas regardé du tout. J'ai dit, Axel, c'est ouf le truc. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas, hier quand j'ai regardé, je crois que tu avais vu. Mais oui, ça a explosé d'un coup. Il y avait 1000 ou je sais pas quoi, c'est tu t'es retrouvé à je sais pas combien. Non, bah c'est cool, c'est bien. C'est ça, ouais, c'était trop bien, vraiment. Tous les contacts, les réseaux sociaux, l'algorithme, ça a bien fonctionné, ça a bien été repartagé, les gens ont été touchés. En plus, c'est vrai que pendant Octobre Rose, forcément, ça a touché beaucoup plus et ça a bien fonctionné dès le départ. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo aujourd'hui, parce que Octobre Rose, c'est bien, mais là, on est au moment où on tourne cette vidéo, on est au mois de décembre. Ouais. Mais le cancer du sein, comme tous les autres et comme c'est toute l'année. Donc, c'est pour ça qu'on refait une petite piqûre de rappel pour ce sujet-là. Du coup, la pétition, aujourd'hui, donc, on a combien aujourd'hui? 27 700, presque 27 800. Ok, alors maintenant qu'on a ces 27 000 et quelques signatures, c'est quoi la suite? Alors, c'est quoi la suite? Là, du coup, je suis en train de faire tout un dossier pour envoyer au ministre de la Santé avec toutes les signatures. Et j'ai pris contact aussi avec des chirurgiens spécialisés en scénologie, cancer du sein, qui m'ont fait des lettres aussi pour dire qu'ils apportent le soutien à la pétition et rappeler l'importance de porter ces soutiens-gorge. Donc, il y a ça. J'ai contacté aussi des tonnes d'associations de cancer du sein qui ont relayé, etc., la pétition et des lettres de présidentes qui soutiennent aussi cette demande de remboursement. Voilà, et là, le but, c'est de faire ce dossier et de l'envoyer. Donc après, quand tu fais ce dossier, donc tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence d'enregistrer, c'est un dossier qui va permettre de... par rapport au fabricant, lui permettre de dire, bon ben là, on peut le passer en remboursement. Ou je l'ai mal expliqué, et c'est possible que je l'ai mal expliqué.
En fait, c'est parce que c'est assez compliqué, donc voilà, c'est pas évident Merci. aussi. Non, mais vraiment. C'est compliqué, c'est normal que tu aies compris. C'est bon ça. Okay. Non, je me serais pas permise. Non, je sais. Non, alors en fait, j'ai quand même écrit à la Haute Autorité de Santé. Ok. Là, Parce que le but pour demander... pour demander ce remboursement, c'est qu'il soit inscrit, on appelle ça la liste des LPPR. C'est la liste des prestations et produits remboursés par le Code de la Sécurité sociale. Comme sur cette liste, il y a par exemple la minerve quand on se fait mal au cou, la ceinture pour le dos. Voilà, quand on fait un remboursement avec la carte vitale à la pharmacie, on met un code LPPR, on appelle ça, pour que ce soit pris en charge. Donc moi, c'est ça que je demandais au ministre de la Santé. Ça passe par la Haute Autorité de Santé. Donc, je le savais, je leur ai écrit en demandant s'il y avait déjà eu une demande qui avait déjà été faite dans le passé, voilà, ce sujet, pour savoir, et comment on procède. Je dis peut-être qu'ils vont m'expliquer. Eh ben, ils m'ont bien répondu en me disant qu'aucune demande n'avait été faite et que la demande devait être initiée par un fabricant. D'accord. Voilà. De ce type de soutien-gorge qui devait déposer un dossier. Donc, je leur ai demandé quel dossier. Ils me l'ont envoyé. La Haute Autorité de Santé, bien. Franchement, voilà. ouais. Il y a de la chance, Axel. Elle est toujours tombée sur les... Pour l'instant, non, mais ils ont répondu hyper facilement. Ils m'ont très bien expliqué. Donc, ça, c'était vraiment cool. On le note. Ouais. Faut le dire quand c'est bien. Ouais. En général, on râle quand c'est pas bien. Mais il faut dire quand c'est bien aussi. Du coup, moi, j'ai anticipé. J'ai contacté le fabricant. En mode psychopathe, parce que vous trouvez l'adresse d'un directeur, l'adresse mail d'un directeur pour qu'il te réponde et pas que tu tombes, comme jamais, ouais. Et pas que tu tombes sur un contact ou info et que personne te répond jamais. Ouais, c'était vraiment de grandes zestes. Mais t'es arrivé. Ouais, voilà. J'ai réussi, j'ai eu des réponses, pas de tous, parce que j'en ai trouvé 7 et il y en a 4 qui m'ont répondu. Oui, ah ouais, ça aussi, franchement, vachement sympa. Après, il y a quand même un attrait financier. C'est-à-dire que si c'est remboursé, ils sont sûrs de le vendre, en fait. Donc, c'est vrai que, OK, eux, ils fabriquent, leurs produits sont top, mais en même temps, il y a quand même un aspect financier. Et en fait, malheureusement, ils m'ont répondu que c'était pas possible de déposer ce dossier, parce que déjà, c'est un dossier qui fait je sais pas combien de pages, et surtout, en fait, il faut payer, parce qu'en plus, il y a des études, etc. à faire, et c'est entre 70 000 et 100 000 euros. Donc, eux, financièrement, pour les centaines de femmes qui vont être remboursées, ou ces milliers, je ne sais pas exactement, parce qu'on n'a pas de chiffres aujourd'hui actuels, ça vaut pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup. Donc là, je suis bloquée. Alors, j'ai énormément réfléchi, et je me suis dit, mais par exemple, les prothèses capillaires, pour les femmes qui ont le cancer, les hommes, tous, les prothèses, c'est pour tout le monde. Comment c'est remboursé, comment ça se passe, quel est le code, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé qu'il y avait une nomenclature spécifique pour ces prothèses. Je me suis dit, peut-être qu'on peut faire une nomenclature spécifique pour les soutiens-gorge compressifs, en fait, sans passer forcément par le fabricant. Donc, du coup, c'est ça qui va être demandé avec ce dossier. Voilà. Ouais. T'as fait du bon boulot. Je sais pas, mais le jour où vraiment ça passera, où vraiment ce sera remboursé, là je pourrais me dire, ah ouais, là ça en valait. C'est bon. Ah ouais. Bon, maintenant, je m'en fous, je me casse, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais prendre des vacances, salut. Non, mais vraiment. Et oui, voilà, c'était ça le deuxième point. Ah, tu vois, je t'avais dit. Il est revenu. Pourquoi c'est pas remboursé? Pourquoi c'est pas pris en charge? Pourquoi? Parce qu'à la base, ces soutiens-gorge, c'était pour les femmes qui faisaient des augmentations mammaires, qui mettaient des prothèses. Donc confort, pour le coup. Esthétique. Voilà. Et tout ce qui est esthétique en France n'est absolument pas remboursé, parce que c'est pas une nécessité, en fait. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas remboursé. À la base, c'était purement esthétique. Sauf que quand on a eu un cancer du sein, on a subi une double mastectomie, on se fait reconstruire, on n'est plus dans l'esthétique. Donc du coup, c'est vrai qu'en plus, souvent, les femmes qui ont eu le cancer, etc., comme ça, sur la carte vitale, elles ont ce qu'on appelle un ALD. Affection longue durée. Voilà, donc c'est des ordonnances spécifiques, donc on ne peut pas tricher avec une ordonnance d'esthétique. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, et on peut facilement le prendre en charge avec un code à la pharmacie sans problème, quoi. Ouais. Donc c'était ça le deuxième point. Pourquoi? Je savais qu'on allait le trouver. Ouais. C'était évident. Ok. Et donc du coup, tu as besoin encore de signatures, je suppose. Ouais. Pour que le... Toi, tu penses que ça aura... Enfin, j'aime pas qu'on fasse ce truc de compétition, mais tu voulais en faire 1000. Ouais. Non, je pensais qu'on allait en faire 1000. Mais je sais combien j'en veux. Ah
j'ai lu et j'ai un peu cherché. Et c'est entre 100 000 et 150 000 pour que vraiment le gouvernement commence à un peu... Ouais. Mais j'y crois. Alors, aidez-nous. Ah oui. Aidez Axel. C'est vous. Voilà. Qu'est-ce que tu peux demande-leur de signer ta pétition. Bah oui, si ça vous évident. touche, si vous sentez concerné ou pas, ou juste que ça vous interpelle, voilà, en 2 clics, c'est fait et ça pourra aider des milliers de femmes. Donc, allez signer. Et c'est sur change.org. C'est ça, c'est sur le site change.org. La pétition, elle s'appelle Cancer du sein, oui au remboursement des soutiens-gorge compressifs. Alors moi, j'ai une autre technique pour te trouver, parce que c'était trop compliqué à taper. Ouais. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, je vais sur change.org, je tape Axel, 2 L-E à la fin, et t'es la seule, donc je te trouve tout de suite. Voilà la technique. Voilà, ça va encore plus vite, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Donc voilà, 100 000, ça serait pas mal. Ouais. Bah, le truc qu'il y a, c'est que le cancer du sein pour soi-même, effectivement, et limite, tant mieux qu'il n'y ait pas 100 000 forcément personnes concernées sur le principe, concernées dans le... Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, je suis sûr qu'il y a plus de 100 000 personnes en France qui peuvent être touchées ou peuvent être même de loin par un proche, une tante, une mère, que ce soit une sœur ou peu importe. Et ça peut très bien, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, autant ce combat-là que d'autres aussi, évidemment. Mais voilà, je pense que ça mérite d'être emmené sur le devant de la scène aussi. Et une fois qu'il y aura ça, il y aura d'autres encore injustices à réparer, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Non. Mais là, dans le principe, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas changé d'avis. Tu m'as dit, c'est pas remboursé. C'est fou. Après, il y a une part d'explication. C'est parce qu'à la base, c'était pour. Et bon, voilà, les choses ont changé. Il faut s'adapter. En fait. Mais surtout qu'en plus, quand tu disais que c'est quand même une femme sur 8, le cancer du sein, une femme sur 8, donc ça fait beaucoup. On a tous dans nos relations une amie, une tante, une mère, une sœur, une femme, qui a eu un cancer du sein, ou qui sera malheureusement concernée par un cancer du sein. Et donc, il faut signer pour elle. C'est ça, mais complètement, pour toutes ces femmes. C'est pas mal comme slogan, toi, signer pour elle, tac, comme ça. Tu signes pour elle, ouais. Je sais pas si c'était bien, mais en tout cas, voilà. Donc, vous avez compris, Axel, on va s'arrêter là, mais Axel, entrepreneuse, qui était très douée à l'école, très studieuse, qui n'est pas médecin aujourd'hui, non, qui a fait préparatrice en pharmacie, puis après, tiens, immobilier, pourquoi pas, et tout. Et du coup, qui mène un combat qui est très noble. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à t'inviter, pour que tu nous parles de tout ça, et puis voilà, en espérant que... Enfin, moi, de toute façon, je te soutiendrai pour tes 100 000 signatures, tant que tu les as pas... Après, dès que tu les as, je t'appelle plus. Mais au moins jusqu'à là... Non, mais merci, franchement, merci beaucoup pour ton aide, pour la vidéo. Ouais, mais merci à toi de le faire pour les autres. Ouais, après, juste un argument supplémentaire. Tu as le droit. Ouais, parce qu'on parlait d'esthétisme. Et on avait fait une belle clôture, mais bon, allez, c'est pas grave. Bah, on coupera et on le mettra avant. Ouais, si tu veux. Quand on parlait d'esthétisme, moi j'ai trouvé un exemple pour les chirurgies bariatriques. Donc les chirurgies de l'obésité. Il y a une ceinture lombaire, mais lombaire, donc oui, pour soutenir un peu, parce que quand on perd du poids, on perd du muscle, on se tient moins bien, on peut avoir mal au dos, mais aussi pour éviter que la peau du ventre tombe. Ils ont cette ceinture à porter 24 heures sur 24, une genre de gaine. Et en fait, donc c'est esthétique aussi, pour pas que la peau ne pende. D'accord. Ça, c'est remboursé. Et ça, c'est fait sur mesure, parce que on ne peut pas avoir de taille standard avec l'obésité. C'est fait sur mesure. Ça coûte entre 150 et 300 €. Et ils ont le droit à 2 gaines, ces patients-là. Donc moi, je suis très contente. Je suis pour, parce que l'obésité est une maladie, etc. Voilà, mais c'est pour trouver un exemple esthétique, voilà, donc et puis pour souligner une inégalité aussi. Donc ces patients-là, oui, mais les patientes du cancer du sein, non. C'est pour ça que quand tu m'as dit, tu pourrais même en plus sur le principe, là il y a même pas de notion de tiens, prends les moches, ils sont génériques, mais ceux-là ils sont remboursés, il est un peu plus classe, machin. Non, là il n'y a pas de remboursement du tout. C'est ça. Donc, il y a même pas une partie.
je sais pas, 65% ou 50%, et après la mutuelle complète ou pas, où on met un peu de sa poche, mais au moins une petite partie, quoi. Non, il n'y a rien. C'est 0 €. Et c'est pour ça qu'on se bat. Ouais. Et que tu te bats Oui, jour et nuit. Toi aussi, tu vas te beaucoup. Ouais, je t'aide, mais c'est le boulot, là, pour le coup, c'est ce qu'il fait au quotidien. Parce que, tu sais, on se sera arrêté au papier. Moi, il faut écrire une lettre. Allez, arrête, écris la lettre. Donc, voilà. Mais surtout qu'en plus, je suis en mode psychopathe, c'est-à-dire que les gens, c'est pas je leur demande une fois, ils trouvent ça génial et ils me répondent. Ils me répondent pas en vrai. Donc, du coup, je relance. Oh. Et moi, en fait, tant que tu me dis pas non, arrête, j'arrête pas. En fait, t'es comme ceux qui t'appellent pour le CPF. C'est ça. Tant qu'on te dit pas non, tu continues d'appeler. Mais oui, mais pour l'immobilier, je suis obligée. Bah, tant qu'on me dit pas non, je continue d'appeler. Même quand on dit non, t'es sûr C'est ça. Non, une fois qu'on me dit non, j'ai pas de problème avec le non. D'ailleurs, pour l'immobilier, il faut pas avoir de problème avec le non. Tu l'as dit en tant que conseil. Donc, j'ai pas de problème. Non, ok, c'est bon, j'arrête. Mais tant que tu me dis pas non, d'arrêter. Ok. Ça marche. Eh ben, tant qu'on dira pas non, elle va continuer. Ouais. C'était Just for Real. Merci d'avoir suivi avec donc Nicolas et Axel pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que c'était bien. Ah ouais, bon, voilà. Donc voilà. Abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Puis voilà, Axel, je te souhaite de réussir ton projet. Je te souhaite que des bonnes choses. Bah merci. Moi aussi, je souhaite que des bonnes choses, Nicolas. Et on vous souhaite aussi et vous aussi, on vous souhaite que des bonnes choses. À bientôt et merci beaucoup. Merci, au revoir.